Nous allons donc tout de suite engager cette émission avec la première thématique, mesdames, messieurs, le Mali, avec la grande décision connue de Bamako face à la France que Bamako accuse de soutenir les terroristes sur son sol en leur fournissant des renseignements et des armes. L'affaire se trouve même déjà sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Mali demande une réunion d'urgence pour faire cesser ce qu'il présente comme des actes d'agression de la France sous forme de violation de sa souveraineté, d'espionnage et de soutien au groupe djihadiste. Maître Janvier Momo, je vais commencer avec vous. Oui. Quelle lecture faites-vous de cette sortie du Mali cette semaine? Premièrement, la sortie du Mali peut être vue sous deux angles. Sous le plan diplomatique. D'abord, les Maliens prouvent qu'ils ont de la ressource nécessaire pour engager le véritable combat diplomatique. Vous savez, jusqu'à une date très récente, l'on ne savait pas qu'un pays africain pouvait tutoyer la France. C'est-à-dire aller à égale force, aller à égale parole devant la France. C'est-à-dire poser des actes dont la France se trouve dans l'impossibilité d'appliquer la réciprocité. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'ambassadeur de la République du Mali continue d'être en poste en République française, alors que les Maliens ont dit à l'ambassadeur de France de vous êtes persona non grata dans notre territoire. Alors, le document qui accuse la République française, l'armée française, de non seulement d'espionnage, mais aussi et surtout d'équipement des forces djihadistes qui, jusqu'aujourd'hui, continuent de déstabiliser la République du Mali. Ce document prouve à suffire que la République du Mali est consciente de sa nouvelle souveraineté acquise. Elle exerce cette souveraineté et elle n'est pas prête à céder son territoire à des imposteurs. Deuxième vision de ce courrier. Simplement dire à la France, vous ne nous avez jamais aidés. Si vous continuez à aider les djihadistes, M. Batengere, c'est le boulot que vous avez commencé à en faire. Parce que après l'opération Serval de 2013, les Katibas se sont multipliés au Mali, alors qu'en réalité, on pensait que l'opération Serval avait pour but de lutter efficacement et de façon efficiente contre les groupes terroristes. Or, à la fin de l'opération, les Katibas se sont augmentées. Elles ne se sont pas seulement augmentées en nombre, mais elles se sont augmentées en puissance de feu. Alors, qui arme les djihadistes? Grande question. Alors, ceux qui ont déstabilisé la Libye ont nécessairement conduit les armes volées à la Libye vers un territoire où l'Europe, l'Occident avait la même mise et ce territoire se trouvait bien être le Mali. Alors, le Mali, par cet acte, voudrait dire à la France, arrêtez ce que vous avez commencé et ce dont vous nous avez plongé dans une sorte d'entourloupe appelée intervention militaire ou assistance des forces armées maliennes dans la lutte contre le djihadisme. Pour nous, le Mali, par cet acte, applique non seulement le principe de la véritable souveraineté d'un État, mais aussi et surtout dit à la France d'arrêter ces menées parce que les Maliens ont la preuve aujourd'hui. C'est pas quand vous faites de l'espionnage, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous êtes en mesure de donner les positions de l'armée régulière à son adversaire. C'est ça l'espionnage. C'est même de ça que c'est ce que le Mali est en train. Mais oui, et ils ont, avec ce que la France ne sait pas, c'est que la Russie n'est pas seulement présente aux côtés du Mali au travers du groupe Wagner. La Russie est présente aux côtés du matériel high-tech, du matériel militaire high-tech, qui permet de détecter les communications entre des officiers militaires français et les djihadistes. N'oubliez pas, il y a une communication qui a été interceptée entre le président Ouattara et Boubou Sissi. Vous comprenez que les communications aujourd'hui, non seulement commandent le terrain des théâtres d'opérations militaires, mais aussi et surtout constituent un mobile de déstabilisation. Donc pour nous, le Mali dit clairement à la France, arrêtez de continuer à déstabiliser notre pays. Officiellement, depuis le 15, je pense, le 15 août 2022, vous avez abandonné, vous êtes parti du territoire du Mali. Il n'est pas question de revenir au Mali sous d'autres formes, c'est-à-dire sous la forme de la déstabilisation, sous la forme de la nuisance et sous la forme de la menace
Parce que le djihadisme au Mali continue de constituer une menace. C'est vrai que c'est une menace qui est aujourd'hui, elle n'est plus comme celle que nous avons connue, qui infligeait des défaites à tout moment, qui infligeait des pertes en vies humaines et en matériel aux forces armées maliennes, mais elle est aujourd'hui, bien que diminuée. La France pense que, en se mettant au confond de la frontière avec le Niger, elle est capable de continuer à stabiliser le Mali. Et l'occasion, vous nous donnez l'occasion par là, de dire que les États africains nous surprennent à plus d'un titre. Comment ça, maître? Parti du Mali, ils se retrouvent tout au long de la frontière entre le Mali et le Niger. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le destin, le Mali et le Niger n'ont pas un destin commun. Cela veut dire que le Niger veut dire aux Maliens que vous avez commis l'erreur. Et cela reconforte la France dans cette position de retour, entre guillemets, parce que lorsqu'ils espionnent, donnent des positions de l'armée régulière aux forces djihadistes, lorsqu'ils continuent d'armer les forces djihadistes, cela veut dire que, en réalité, basé au niveau du Niger, il continue à constituer une véritable menace pour la souveraineté du peuple malien. Fort heureusement, et ce qu'ils ignorent, c'est que il y a une guerre qui germe au niveau du Niger, qui demande au président Bazoum, alors, ce qui a tué le café est susceptible de tuer le cacao. En clair, ce qui a déstabilisé le Mali, les forces qui avaient été envoyées au Mali, ayant pour but de sauver le Mali de la menace djihadiste, et qui se sont retournées contre la souveraineté du Mali, ces mêmes forces qui sont capables de faire le boulot, bon boulot au niveau du Niger. Alors, lorsque vous suivez des informations de l'état-major français, aujourd'hui, de l'état-major de l'armée française aujourd'hui au Niger, ils vous disent, leurs forces sont des forces aujourd'hui capables d'accompagner les forces nigériennes sur le terrain. Mais au Mali, pendant 9 ans, qu'avez-vous fait? Bon, c'était donc une entourloupe. Et toutes les résolutions de l'ONU qui donnaient le pouvoir non seulement à l'amusement, mais aussi et surtout aux forces françaises stationnées. Alors, tout ce pouvoir, c'était pourquoi nous nous posons la question aujourd'hui. Donc, pour nous, pour revenir à votre question, M. Sidiki, pour nous, le Mali est en train d'appliquer la souveraineté, est en train de jouir désormais de la véritable indépendance de son État. Et cette indépendance commence par la protection des personnes et des biens, et surtout la protection des frontières, parmi lesquelles la frontière avec le Niger. Parce qu'aujourd'hui, c'est à ce niveau que la France veut se redéployer pour continuer la déstabilisation de la République du Mali. Merci donc à vous remettre Janvier et Momo. Alors, Linda, bah oui, nous allons venir vers vous. Alors, dites-nous, vous avez également suivi cette actualité du Mali. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que ce qui se passe aujourd'hui avec le Mali, avec la décision de Bamako d'accuser ouvertement et se disant avoir des preuves contre la France est tout simplement inédit, et que peut-être même c'est le point de départ d'une expression d'une certaine renaissance africaine aujourd'hui? Vous me permettez de saluer notre ami, et puis merci pour le peuple algérien. C'est vrai qu'on a eu 119 départs de feu en même temps. Ça a ravagé plus du tiers de ce que nous possédons comme forêt, tout ça. Il y a eu beaucoup de morts, mais on se remettra. C'est le combat pour l'Afrique, le combat pour notre indépendance totale. Maintenant, concernant le Mali, je pense pas que des autorités maliennes vont s'amuser à dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Surtout que c'est un gouvernement de transition, c'est un gouvernement provisoire qui n'est pas reconnu, qui est ciblé par l'Occident. S'ils disent qu'ils ont des éléments, c'est qu'ils ont réellement des éléments. L'histoire du terrorisme, moi-même, je me suis spécialisée dedans. Je peux en parler pendant des heures. Je peux donner des noms. Il y a des livres qui ont été écrits. Il y a des témoignages. Il y a beaucoup de choses. Donc, ils ne s'amuseront pas à faire n'importe quoi, surtout dans les temps actuels. Le gouvernement malien
essaye de tirer son épingle du jeu par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Donc, il essaye d'attirer l'attention vers lui, mais du bon côté. C'est-à-dire que nous sommes victimes. Déjà, la présence française au Mali était illégale complètement. Nous le savons comment ils sont arrivés. On en parlait souvent sur Afrique Média. Donc, on sait comment ils sont arrivés là. Qu'est-ce que cherchait la France à cette époque-là? Elle cherchait un redéploiement. C'est tout de ses forces. Maintenant, les alliés de l'Occident, c'est quoi? On peut plus faire une guerre. C'est terminé, ça. Même en Europe, ils peuvent plus la faire. Pourquoi? Parce que les deux grandes guerres qu'ils ont eues, c'est les Africains qui ont libéré. Alors, comment on peut faire face? On a créé une arme à destruction massive en 1928 par Hassan el-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan. Donc, on a créé cette confrérie des terroristes islamistes pour l'utiliser. La France l'a créée, les Anglais l'ont utilisé. La France l'a récupéré et ainsi de suite. Et puis après, il y a plein de petits groupes qui se sont créés, qu'on a agrandis. Et quand il fallait démontrer l'Union soviétique, on s'en est servi. Donc, des preuves, il y en a énormément. Comment peut-on, sur un compte Facebook, en 2014, il y a eu un attentat, une préparation d'un attentat suicide en direct par Rami Delati. Il est décédé en 2018 et cette vidéo est toujours là, son compte est toujours ouvert. Donc, un attentat suicide qu'on prépare en direct sur un réseau social, ça c'est fort. Qui est Rami Delati? C'est Rami Delati qui a emmené les djihadistes de la Libye vers la Syrie. Et c'est lui qui a manigancé pour rassembler tous les djihadistes au nom de Jaish al-Nusra. Et nous avons Laurent Fabius derrière qui sort et qui nous dit le Jaish al-Nusra a fait du beau, l'armée de Nusra a fait du beau travail. Ça c'est fort. Rami Delati, pour savoir, il est décédé d'une rupture d'anévrisme. Donc il est mort tranquille dans son lit. Cet homme-là, on l'a trimballé dans des avions, dans des jets. Il se retrouve en Turquie pour faire des conférences. Et le plus beau, c'est que ceux qui sont arrivés avec, à l'époque, à Benghazi, avec Sarkozy et BHL, ce sont des terroristes qui sont déjà condamnés par l'Algérie, que l'Occident protège. Ça, déjà, c'est des preuves. Donc, à travers tout ça, je pense que nos frères maliens se sont bien débrouillés pour avoir des déclarations, pour avoir des preuves. Eux-mêmes, ils ont arrêté beaucoup de terroristes. Donc, des éléments, ils en ont. Et pourquoi on ne peut pas punir l'Occident? Moi, je suis très fière de ce qu'a fait notre gouvernement envers l'Espagne. Ils font une erreur, ils sont punis. Nous avons été punis pour rien. Pour rien, on nous punit depuis 4 siècles. Maintenant, ça suffit. Ce que font nos amis maliens, c'est formidable. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais il y a une chose, et ça, je m'adresse au peuple malien. Faites très attention qu'on ne vous vole pas votre révolution. Il ne faut pas qu'on vous la vole. Et il y a des livres aussi qui ont été écrits. Lisez Arabesque du docteur Bensaada, c'est un Algérien, il connaît bien, et c'est un panafricaniste, il connaît bien l'Afrique. Donc, il y a des éléments, beaucoup d'éléments. Surtout, il ne faut pas vous faire voler cette révolution. Soyez très vigilants, mais allez jusqu'au bout pour punir celui qui a tué vos enfants. Linda Larbaoui. Alors, président Célestin Djamen, vous venez de suivre les deux précédents panélistes, Maître Janvier Momo et Linda Larbaoui. Alors, le Mali accuse la France d'armer les terroristes et saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Armer les terroristes, président Célestin Djamen. Comment vous comprenez ça? Est-ce vraiment possible? Alors, quelle est un peu votre lecture de cette actualité? Écoutez, soyons un peu réalistes et pragmatiques. Le Mali a commis une lettre, ou plutôt une plainte, avec une précision chirurgicale, qu'elle a adressée à l'ONU. On parle des hélicoptères, des drones, avec des mentions de toutes
les immatriculations qui ont violé l'espace aérien malien. Il va falloir que l'ONU, avec des réponses précises, des accusations précises, qu'elle nous dise de quel ordre elle doit sommer la France de cesser ses agissements. Vous savez qu'il y a une résolution de l'ONU, la 3314, qui condamne toute agression et toute atteinte à l'intégrité territoriale d'un État souverain. Souverain, tout à fait. Peut-être faut-il rappeler à la France, c'est vrai qu'elle est là depuis 135 ans en Afrique subsaharienne, que le Mali est indépendant. C'est un État souverain. Il n'y a aucune raison au monde qu'elle se permette de ne pas obtempérer aux sommations du contrôle aérien malien. Vous savez que depuis quelque temps, la FAMA, les forces armées maliennes, ont acquis une certaine technicité, une certaine expertise, depuis qu'elle coopère avec le partenaire russe. Et aujourd'hui, elle est donc capable de détecter les survols à la seconde près de son territoire. Et quand vous lisez bien le communiqué d'Abdoulaye Diop, les précisions sont absolument époustouflantes. Elles sont époustouflantes. Et donc, elle met devant les faits l'ONU de répondre de manière aussi chirurgicale. Je veux dire ceci. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a commis une lettre qu'il adresse à l'ONU. Et, dans cette lettre, vous retiendrez éventuellement l'article 51. Elle dit ceci. Si l'ONU ne fait rien, et si la France ne cesse pas ses exactions, effectivement, elle sera obligée de pratiquer ce qu'on appelle la légitime défense. C'est un principe très important en droit. Quand vous êtes agressé, il est évident que, étant donné que la vie de l'autre n'est pas plus importante que la vôtre, vous avez l'obligation de vous défendre. Tout à fait. Donc, le Mali dit ceci. Monsieur le directeur président de séance du Conseil de sécurité permanent, vous avez là l'occasion de décortiquer notre lettre, notre accusation, et d'apporter une réponse claire et limpide. Sinon, si ça n'est pas le cas, eh bien, si la France récidive, nous serons tenus d'appliquer l'article 51 de la charte de l'ONU. Aujourd'hui, la France est jalouse de la Russie parce que la Russie a décidé souverainement d'accepter la coopération, le partenariat avec le Mali. Ces deux États souverains, on ne peut pas. Alors, j'entends parler de Wagner ou ça. Et puis ça fait quoi? Le Mali a le droit de coopérer avec qui il veut. Nous sommes africains, nous sommes fiers d'Afrique. Nous aimons passionnément l'Afrique. Quand la France évoque l'histoire émotionnelle de 59 militaires français tués, est-ce que je dois leur rappeler que en 1914, c'est 300 000 soldats africains qui meurent pour la France contre l'Allemagne en 1914. Dois-je rappeler à la France qu'en 1944, notamment à Toulon, c'est 224 tirailleurs sénégalais qui meurent pour la France pour des libertés qu'elle n'avait pas chez eux. Et depuis même, les retraites qui étaient dues aux anciens combattants ont été gelées en 1960 déjà. Même les miettes, ces tirailleurs sénégalais qui englobaient en vérité tous les militaires africains, tout à fait, sont complètement gelés. Ils n'ont rien. Voilà les sacrifices consentis parce que la France agite 59 soldats. Nous, c'est des milliers de soldats. De sang vis-à-vis de la France. Ils ont une dette de sang vis-à-vis de nous. Je rappelle qu'on parle souvent du plan Marshall. Mais il y a le plan africain. C'est sacrifier de la liberté. Ceux qui sont les boutins Hitler de la France, c'est les Africains en particulier. Même si De Gaulle en 1944 a rangé les tirailleurs sénégalais dans des baraquements militaires pour pas qu'ils assistent au défilé militaire sur les Champs-Élysées, c'est odieux, mais c'est la réalité. Donc nous disons ceci, nous sommes non seulement fiers du Mali, le Mali est en train de démontrer, tout à l'heure, Madame Linda Larbahu disait que le Mali, on ne doit pas lui voler sa révolution. Eh bien, je rajoute en disant que le Mali doit, à côté d'autres Africains, garder et porter son destin en main. Nous sommes derrière le Mali, nous sommes tous Maliens aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire que le chemin qui a été ouvert est irréversible.
Nous sommes convaincus qu'on prête beaucoup de pouvoir à la France. La France n'est qu'une puissance moyenne. Et peut-être même une petite puissance dans le monde. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup d'Africains prêtent encore ce pouvoir à la France. Le Mali démontre ce que je dis depuis 10 ans. La France, c'est rien. Si les États africains décident aujourd'hui, ce soir, par exemple, de sortir du franc CFA, on va le faire. On ne va pas bombarder pour autant l'Afrique. La preuve, le Mali aujourd'hui, chasse l'ambassadeur français. C'est une situation inédite, mon cher Boubacar. Ça veut donc dire que si le Mali seul est capable de le faire, je rappelle qu'avant le Mali, la Centrafrique a noué souverainement des accords avec la Centrafrique. Avec la Russie. Et la Guinée, malgré, on abordera le sujet en deuxième thématique, est en train de montrer qu'effectivement, malgré la manipulation de la France, nous pouvons également dire que le Mali, l'Afrique peut se retrouver. C'est tout à l'heure M. Momo qui parlait de Soudan français. Entre le Mali, la Guinée, etc. Oui. Eh bien voilà un peuple qui était uni, qui était sur le joug de la conférence de Berlin. Parmi tant d'autres États DPC, le Soudan français a sauté en éclats. Nous militons pour une Afrique unie, une Afrique unitaire, parce que sur le chemin de la libération. Je rappelle ces phrases de Kwame Nkrumah en 1957, quand il prit la tête du Ghana. L'indépendance du Ghana ne sert à rien si elle n'est pas liée à la libération totale de l'Afrique. Ça veut donc dire que notre cercle, notre avenir, c'est l'Afrique. Même si nous sommes très affectueux de nos États, de nos patries, c'est vrai. Mais l'Afrique, quand vous prenez par exemple le Peul, le Malinké, le Bambara, ça, ils sont les Haoussa, dispersés dans plusieurs pays d'Afrique. Mais on nous a dépecés sans notre avis. Et même les Congolais, d'où viennent une partie des Camerounais, c'est toujours l'Afrique. On n'a pas demandé notre avis. Je veux dire par là que nous saluons cette plainte du Mali à l'ONU contre la France. Vous ne pouvez pas voir, mon cher Boubacar, une concubine. Vous ne vous entendez plus. Vous lui demandez de partir, elle s'accroche. Elle a un intérêt quelque part. Quel est cet intérêt? Alors on sait bien, évidemment, des intérêts aurifères, diamantifères. Et c'est un secret de Polichinelle. La France est là pour tenir et sauvegarder ses intérêts. On les comprend, c'est leurs intérêts. Mais l'Afrique a à défendre aussi ses intérêts. C'est pour ça que tout Africain doit soutenir absolument le Mali. C'est une impérieuse nécessité. Aujourd'hui, on voit un pays recycleur qui est le Niger. Le Niger, à travers son gouvernement, on ne s'attend pas bien sûr au peuple nigérien, qui est un peuple frère. Mais nous disons ceci. Le Niger doit comprendre que on ne peut pas se libérer de la France au Mali pour que le Niger les entretienne. Barkhane a été commis en 2013 pour le Mali, soi-disant pour mettre fin à la montée des djihadistes, c'est-à-dire que Al-Qaïda et Daesh, alors qu'elle est venue tout simplement avec la MINUSMA pour exploiter, comme tout le monde le sait, le sous-sol malien. Aujourd'hui, la preuve est que, avec cette affaire de drones qui ont violé l'espace militaire aérien malien, avec l'histoire, n'est-ce pas, comment dirais-je, des satellites qui sont allés piquer des images, les hélicoptères qui n'étaient pas des aérodromes, non prévus par la Convention internationale, l'IATA, toutes ces informations ont été récoltées pour les fournir aux terroristes. La France, comme tout prédateur impérialiste, a besoin de la collaboration des terroristes pour mieux piller les sous-sols. Tout à fait. De Gaulle et Foucard disaient, la France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Chers Africains, chers frères et sœurs, ne vous fiez pas aux activités soi-disant humanitaires de la France. Non! On ne peut pas être dupe toute notre existence. L'Algérie a combattu pendant de 54 à 62 pour sa libération. Tout le monde se rappelle Boumedienne, tout le monde se rappelle Ben Bella. C'est 2 millions de morts la guerre d'Algérie. 2 millions de morts. De Gaulle a été contraint par la puissance de résistance algérienne de battre en retraite. Nous devons imiter les Algériens. Il est bien vrai que le Cameroun là, a initié ce mouvement avec Oumniobé et Ouadjé dans les maquis.
il est bien évidemment qu'aussi l'Indochine a infligé à la France la première défaite. Aujourd'hui, le Mali nous montre le chemin à suivre. Nous devons suivre le Mali, ce qu'elle fait. Demain, le Tchad, la Guinée-Conakry, le Cameroun, le Gabon, le Congo doivent s'affranchir de la France. C'est une exigence historique. C'est une exigence pédagogique. Moi, je dis ceci. Est-ce que nous, vous qui regardez Afrique Média, ce combat que nous menons depuis pratiquement plus de 12 ans, n'est pas notre combat à nous tout seuls. C'est aussi votre combat. Vous qui nous regardez, ne soyez pas des spectateurs passifs. Vous devez agir. Voyons au Sénégal, en Guinée, au Tchad, des mouvements, au Burkina Faso, des mouvements anti-français. Pas parce qu'on n'aime pas le peuple français. On n'a rien contre le peuple français. Nous parlons des gouvernements. C'est d'un gouvernement, notamment celle de la 5e République depuis 1958, un gouvernement paternaliste, condescendant, dictatorial. Et ils ont beau fait de nous taxer juste, très rapidement, de junte, de dictature, de régime militaire, tout ça. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le franc CFA en 1944. Une monnaie de singe, pour nous avilir encore davantage. Encore aujourd'hui, ça perdure. Une monnaie nazie. Une monnaie nazie. Et je rappelle que, je prends un exemple très simple, pour que tout le monde, ceux qui nous regardent, comprennent très rapidement. Savez-vous par exemple que, lorsqu'on vend le kilo de cacao à 900 francs, le trésor public français prend 450 francs? 450 francs. Oui. 450 francs, mon cher maître. Oui. Ça veut dire que... En termes de devises. En termes de devises, tout simplement parce que, soi-disant, ils nous garantiraient la convertibilité oui. du CFA et de l'euro. Or, la faille, c'est quoi? Ils ont indexé le franc CFA sur une monnaie qui n'existe plus, le franc français. Parce que le trésor public français, c'est pas l'euro. L'euro, c'est la BCE. Donc, cette monnaie est garantie par le trésor public français. Parce que l'argent qu'ils récoltent va, bien entendu, dans les caisses du trésor public français et pas à la BCE. Ça veut donc dire que nous sommes des dindons de la farce. Il faut donc que les Africains en prennent conscience. Et enclenchent le mouvement revendicatif. On va faire comprendre à la France que les Africains, l'Afrique d'aujourd'hui, n'est pas l'Afrique d'hier. Nos parents, avec tout l'amour qu'on a pour eux, ont commis quelques erreurs. Quelques erreurs d'appréciation. Ils ont parfois dérivé. Nous sommes, nous, leurs descendants, pour rectifier le tir. Et pour dire que plus jamais, on ne se laissera marcher sur les pieds. C'est la raison pour laquelle j'espère que le président de séance du Conseil de sécurité qui reçoit cette lettre d'Abdoulaye Diop va être sérieux pour une fois, et nous dit la réalité, condamner la France. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de raison. Tout le monde se souvient de l'ONUCI avec M. Choi. Oui. Qui a mis le feu en Côte d'Ivoire. Mais qui est venu arracher Gbagbo comme un poulet. Oui. Et on peut en discuter d'ailleurs sur le débat de l'indépendance militaire de l'Afrique. C'est un autre débat. On se souvient de la Syrie, n'eût été la présence de la Russie auprès de Bachar el-Assad. La Russie serait aujourd'hui un conglomérat des États anglo-américains, français. Serait dépecé. On se souvient de l'assassinat de M. Kadhafi. On se souvient du Rwanda. La France a fait par admettre. Et le gouvernement Juppé l'a fait à l'époque. Elle est à 90% responsable du génocide français. Il veut que les Maliens se laissent marcher sur les pieds, les Centrafricains, les Camerounais, c'est terminé. Et je veux dire merci au président Paul Biya d'avoir dit à Macron récemment que la France est dirigée par une constitution. Le Cameroun. Il n'est pas question de céder... autant pour moi, oui. le Cameroun est dirigé par une constitution. Et conformément à cette constitution, oui. Monsieur, on n'a pas à condamner ou à ne pas condamner la Russie selon vos désirs. Nos ennemis ne sont pas forcément... Vos ennemis, pardon, ne sont pas forcément nos ennemis. Et inversement. Nous sommes des États libres. Nous plaidons bien entendu pour l'unité africaine. Nous avons le droit de signer des partenariats avec qui on veut. Pourquoi veulent-nous nous soumettre à une adhésion totale
à faire chorus pour condamner la Russie. Pour l'instant, c'est un partenaire. Ce qui ne veut pas dire que l'Afrique renonce à son indépendance militaire. Non. Je dis simplement ceci. Le Mali, le Cameroun, le Congo, la Centrafrique ne sont pas la France. Bien sûr, malheureusement, vous avez eu la tutelle, le mandat pour apparemment diriger ces territoires, même si vous avez dans les faits pratiqué la colonisation, mais vous n'avez pas un droit éternel sur ce pays. C'est la raison pour laquelle je dis que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Nous sommes fiers de ça. Et nous continuerons à soutenir les mouvements qui s'opèrent dans ces pays-là. Le Mali est une grande fierté. Et nous soutenons à 200% M. Assimi Goïta. Il nous qualifie de junte. Non, c'est un gouvernement de transition, mon cher maître. Oui. C'est un gouvernement de transition. Oui. Et d'ailleurs, ils ont même été trop gentils parce qu'ils ont accepté la proposition de la CEDEAO, oui, qui était obligée de lever ses sanctions. Et ils n'ont jamais dit qu'en face du gouvernement de Vichy, le général de Gaulle avait constitué une junte. Jamais. Jamais. Mais jamais. Ils n'ont jamais employé ce terme. Et ils n'ont jamais taxé de Gaulle de rebelle. Oui. Quand il s'exprimait dans la radio libre à Londres. Oui. Comprenez? Oui. Donc, il faut qu'ils arrêtent les leçons de morale. L'Afrique est une terre bénie qui a peut-être, pour certains d'entre nous, perdu la mémoire. Mais on n'a pas tous perdu la mémoire. Nous sommes dans une approche, une amorce de reconquête, de renaissance et d'émergence de l'Afrique. Et je suis prêt à mettre ma main au feu que, comme dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et le Mali, les 49 mercenaires, cette histoire, effectivement, entre la Guinée, on le verra dans la deuxième thématique, et les populations qui manifestent, il ne me serait pas indécent de penser que la France peut être derrière. C'est clair. Parce qu'elle prend du plaisir toujours à manipuler. Regardez les déclarations de M. Macron en Guinée-Bissau sur les Peuls. Vous voyez, ils sont tellement réduits à l'étroitesse d'esprit, oui, ils sont acculés dans leur dernier retranchement qu'ils sont obligés de reprendre les anciens, les antiennes de la colonisation, divisés pour mieux régner. C'est tout. Qu'est-ce que ça a à voir, les Peuls? Oui. Nous parlons des peuples, ils nous parlent des Peuls. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est exactement comme si on venait au Cameroun parler des Bassas, n'est-ce pas, et des Bamileke ou des Ekans. C'est comme si en Algérie on parlait des Amazigh, hein, n'est-ce pas, et des Arabes. Ça, c'est des techniques de manipulation. Des Berbères, des Arabes, non. Prenons le cas, et je parle sur le contre Madame Larbaoui. L'Algérie est un peuple. Il y a les Berbères. Et alors? Et les Arabes? Et alors? Pendant la colonisation française, la guerre d'Algérie, tous étaient unis. Même s'il y a eu des archis, c'est un fait de l'histoire. Mais les Algériens, dans leur écrasante majorité, se sont battus, se sont sacrifiés pour obliger De Gaulle à dire « Vive l'Algérie libre ». En politique, et je sais de quoi je parle, ce compte les rapports de force. L'Afrique doit défendre ses intérêts coûte que coûte. Mon cher Boubacar, il doit y avoir d'autres Mali en Afrique. On ne peut pas lâcher le Mali. Vous savez que Ahidjo, notre ancien président, que nous aimons de tout notre cœur, avait une parenté malienne. Il y a un cordon ombilical d'Afrique. Entre le Cameroun et le Mali. Oui. Il a fait un voyage mémorable en 62 à Mopti. Tout le monde le sait. Oui. 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 D'ailleurs, pendant au moins 30 ans, il n'y avait pas de visa entre le Cameroun et le Mali. Et même encore aujourd'hui, il y a un visa à l'arrivée à l'aéroport. C'est vrai, mais dans le fond, c'est deux peuples amis. Donc nous avons, plus que les autres, l'obligation de soutenir le Mali. D'accord. Parce que ce sont nos frères. Alors je dis ceci, pour terminer. Oui. Pour dire que les questions africaines, et Dieu merci d'avoir créé Afrique Média, sont des questions fondamentales. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les Allemands ont abandonné leur Deutschmark, n'est-ce pas que les Espagnols ont abandonné leur pesetas, n'est-ce pas que les Italiens ont abandonné leur lire, les Français leur franc français, pour aller vers une monnaie unique. Et bientôt, ne soyez pas surpris qu'ils aillent vers la Fédération européenne, une constitution politique. Oui. Et nous, vous croyez qu'on ne va pas soutenir le Mali? Nous soutenons le Mali, même s'ils font
Merci donc à vous, Nous soutenons contre le Mali. D'accord. Merci à vous, Président Célestin Diamé. Jonathan, avant de vous donner la parole, il y a Issa Diawara qui nous a rejoint. Issa Diawara qui est analyste panafricaniste. Issa, bonsoir et merci de nous retrouver sur ce plateau. Alors, vous intervenez depuis le Mali. Quelle est aujourd'hui, ou alors quelle est la résonance de cette grande décision de Bamako d'aller solliciter le Conseil de sécurité des Nations Unies d'organiser une réunion d'urgence dans cette affaire qui oppose le Mali avec la France? Ok, merci. Bonsoir à vous. Monsieur Bouakar, bonsoir à tous vos invités au plateau, Jonathan et aux deux doyens. Bonsoir à ma sœur Linda. Permettez-moi de saluer une personne spéciale pour moi, c'est Madame Lisiane Malunga. Ceci étant, pour répondre à votre question, comprenez une chose. Avant de parler d'abord du pays qui est électrifié grâce à Areva, un pays le Niger qui n'est même pas électrifié lui-même, un pays qui nourrit ses enfants du chocolat ivoirien pendant que les enfants travaillent dans les plantations, un pays qui se garantit par l'or volé au Mali, pendant que ce pays laisse le Mali dans une condition que tout le monde sait, un pays qui fait dormir ses enfants sur du bois volé dans les forêts du Gabon et d'autres pays d'Afrique centrale. Maintenant, pour répondre à votre question, regardez bien la démarche du Mali. D'abord, il faudrait voir. Cela démontre quoi? Premièrement, en portant cette accusation au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Premièrement, cela démontre que le Mali non seulement affirme sa souveraineté, mais dans un second temps, cela témoigne de la confiance que le Mali a envers ses partenaires. C'est-à-dire quoi? La fiabilité de ses partenaires. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que le Mali même ne siège pas aujourd'hui au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Les 15 membres, le Mali n'est pas présent. Donc le Mali a des partenaires qui doivent porter ces dossiers. Donc ça montre vraiment une relation de gagnant-gagnant que le Mali a déjà. Et cela, ça veut dire quoi encore? C'est un pied de nez que le Mali est en train de donner à cet accord colonial que la France a de vouloir parler seul. C'est la France seule qui parle au nom de tous les pays francophones au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ça, c'est un crime là. Nous ne sommes pas dans la colonisation, mais la France est toujours dans ça. Donc jusque-là, le mandat de l'aménagement G5, c'est la France qui demandait chaque fois qu'il saisissait le Conseil de sécurité. Donc quand il s'agit d'un pays francophone, c'est la France qui est toujours là devant. Donc c'est pourquoi la Centrafrique veut s'en retirer. Officiellement, le Mali a déjà donné un pied de nez dans ce qui se passe. Autre chose, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que le Mali, en saisissant l'ONU, qu'est-ce que le Mali fait? Le Mali ne fait pas que montrer que la France a manqué de résultats. Parce que le divorce avec la France, en réalité, c'est d'abord un problème de manque de résultats. Mais deuxièmement, c'est parce que le Mali veut surtout montrer aux yeux du monde les causes, les principales causes de ce manque de résultats. Ça veut dire quoi? Je l'ai tout dit ici, à Bambara, on dit c'est-à-dire quoi? Vous cherchez une aiguille perdue, mais vous avez sciemment les pieds sur l'aiguille. Comment retrouver cette aiguille? On dit qu'il y a un problème du terrorisme, mais c'est la France qui est en train d'armer ces terroristes, en train de les accompagner, et c'est la France même qui combat ces terroristes. Et permettez-moi de rétablir une vérité de l'histoire. Les médias français ont pour habitude, les médias occidentaux, de dire que c'est le Mali qui a appelé la France en 2013. Je vais rectifier cela. La France s'est fait appeler par le Mali. Ce n'est pas la même chose. La France s'était fait appeler par le Mali. Et je vais vous dire comment. Quand il y a eu le coup d'État de 2012 contre le président Amadou Toumani Touré, c'est la France qui a utilisé cette même CEDEAO, mettre toutes les pressions du monde contre le Mali pour faire venir à la tête du Mali le professeur Djokounda Traoré, qui bien sûr était membre d'un parti politique, bien sûr qui est un homme de la France.
Quand la France dit retour à l'ordre constitutionnel, n'oubliez pas que les constitutions dans beaucoup de pays africains sont rédigées avec la collaboration de la France. Donc quand la France vous dit retour à l'ordre constitutionnel, il s'agit de retourner en fait dans son système. Et c'est ce président, ensuite, c'est la France qui a instrumentalisé les terroristes de déclencher une opération disant que Bamako était menacé. Les terroristes étaient à plus de 500 km de Bamako. Ils étaient à Kona. Kona, ça peut faire à 40-45 km de la ville de Sévaré. Le Mali a une forte base militaire. Donc Sévaré n'était même pas tombé. Et c'est là que l'homme de la France a lancé cet appel à la France pour un appui aérien. Le Mali, dans aucun document, vous ne trouverez que le Mali a sollicité une intervention au sol de la France. La France en a profité pour venir s'implanter au Mali et s'intirer militairement l'Algérie. C'est de cela qu'il est question. Donc, le Mali veut montrer aux yeux du monde que c'est la France d'abord qui a fabriqué ces terroristes pour déstabiliser le Mali, pour se faire appeler par l'homme que la France même avait placé à la tête du Mali. Comprenez cela, c'est très important. Il s'agit de rétablir les faits sont têtus, la vérité. Et ensuite, cette accusation portée par le Mali montre quoi? Que le Mali est loin d'être un pays qui est isolé. Tout simplement, le Mali ne siège pas au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, mais le Mali, en portant cette accusation, ça montre tout simplement que le Mali n'est pas seul. Or, la France avait juré sur tous les toits que le Mali allait être isolé, que le Mali allait être seul. Simple preuve, vous êtes au Cameroun, je suis là pour parler du Mali. Donc le Mali est loin d'être isolé. Donc une défaite de plus pour la France. Et ensuite, sur ce même point, qu'est-ce que je dois dire par là? Je dois dire que le Mali envoie un message pour montrer à la France d'abord et à ses parrains, c'est-à-dire les pays qui l'ont au niveau de l'Union européenne. Parce que quand je parle de la France, il y a l'Allemagne, il y a tous ces pays dedans. Il s'agit de dire que rien ne sera comme avant au niveau du Mali. Quand le Mali là, c'est fini, hein? On n'est pas dans la sauce de quelqu'un. Donc rien ne sera comme avant. C'est très important. Que les choses ont changé. La France a dorénavant appel à un pays qui peut la convoquer à la barre, qui peut mettre la France à la barre. Et pour clore tout cela, est-ce la réponse de la France est à la hauteur des accusations portées par le Mali? La réponse, évidemment, c'est non. Première réponse, quand on dit que c'est une honte parce qu'il y a 59 militaires qui sont morts, ça n'a pas de sens. Parce que dans toutes les écoles en Afrique, ici, nous savons combien d'Africains sont morts. Les doyens ont passé des chiffres. Première guerre mondiale, seulement 300 000. Ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des humains. On va dépasser cela. Je ne vais pas rester dans un débat qui ont flatté les décors. Et je vais proposer un autre débat aux Français. Quand ils disent que le Mali devait avoir honte d'avoir ça, mais 9 ans de guerre, vous ne perdez que 59 hommes. Est-ce que vous êtes venu faire une guerre? En 9 ans de guerre, vous perdez 59 hommes. Même si vos militaires étaient des robots. En 9 ans de guerre, vous allez perdre au moins 9000 robots, ou bien 900 robots. On peut comprendre. Mais des humains qui peuvent succomber à la suite d'une blessure, en 9 ans, vous ne perdez que 59 hommes. Et il faudra encore clarifier ces cas. Nous n'avons pas vu les corps en tant que tels. Nous avons vu des caisses être rapatriées en France. Nous n'avons pas de preuves qu'en réalité, ces hommes-là sont morts ici. Donc, ce sont des chiffres. Nous avons vu des caisses, en tout cas, qui ont été... Mais en 9 ans de présence, vous ne perdez que 59 hommes et vous ne tuez que 49 terroristes. Vous entendrez. Et la France ment qu'elle a tué des centaines de terroristes. La France n'a pas parlé de milliers, des centaines de terroristes. Où le Mali tue à 3 mois plus de 1000 terroristes. Donc aujourd'hui, comprenez que le Mali est en droit de porter cette plainte contre la France. Il est question, il s'agit de donner un exemple, que dorénavant chaque pays africain peut porter plainte contre la France. Sortons du complexe d'infériorité qui a été sciemment cultivé, entretenu et nourri jusqu'à présent. La France, c'est la moitié en taille de superficie du Mali. Sortons de tous les pièges tendus par la France. Et même l'expression gouvernement de transition là, ça serait à revoir. Parce qu'il n'y a que le peuple malien qui puisse dire si Goïta est là dans un cadre de transition ou si Goïta est là pour rester dans un cadre voulu par le pays.
C'est de cela qu'il est question. Nous allons sortir des logiciels cultivés par la France, entretenus par la France, parce que la France a fait tailler les constitutions de beaucoup de pays africains à sa taille. Donc quand vous sortez du système français, on doit vous accuser d'être illégitime, d'être illégal. Le colonel Assimi Goïta mobilise plus de 4 millions dans la rue. Je défie n'importe quel président, en tout cas à la solde de la France, qui puisse mobiliser 4 millions de ses concitoyens dans la rue si cela est possible. Pour nous, c'est ça la légitimité. Si la légitimité doit être définie par un outil de la France, nous ne sommes pas dedans. La légitimité, chaque peuple doit avoir sa définition. Comme chaque peuple doit avoir sa définition du terrorisme, sa définition du coup d'État. C'est que la France, comme des partenaires, des collaborateurs, sont pour nous des terroristes. Donc la France a ses terroristes, nous avons nos terroristes. Et les agissements de la France, bien sûr, à ce rythme, les Mali pourra déclarer, bien sûr, les militaires français comme des terroristes. Et en ce moment, nous serons dans notre droit. Je pense que c'est l'étape suivante. Merci. Diawara, analyste, panéliste. Merci beaucoup, monsieur, d'intervenir depuis le Mali. Alors, Jonathan Batengane Chuzavour, je dois rappeler que la France, une fois, lorsque la France a pris connaissance donc de ces accusations, la France les a pratiquement balayées. Alors, je voudrais peut-être, avant de vous donner la parole, donner une attitude ici du général français qui commande la force Barkhane. Alors, il a dit à ce sujet que c'est particulièrement insultant de voir que l'on puisse penser que la France alimente les terroristes. Alors, il rappelle quand même au passage aussi les 59 camarades les militaires français qui sont tombés en se battant pour le Mali, et également pour la mémoire de tous les Maliens qui se sont battus aux côtés de la France, mais aussi les personnels de l'amunissement, des forces africaines de l'amunissement qui sont tombés en luttant contre le terrorisme. Alors voilà donc la France qui rejette pratiquement ces accusations du Mali. Alors moi je voudrais peut-être, je sais que vous allez aussi réagir par rapport à cette actualité, enfin comment est-ce que vous l'avez accueilli? Est-ce que vous pensez que la France n'a quand même rien comme élément de défense par rapport à cette question? La France se défendra. Vous savez, si des terroristes pris main dans le sac peuvent avoir droit à un procès équitable et au cours du procès avoir un avocat, combien de fois un État? Donc on ne peut pas refuser à la France ce droit légitime à la défense. La France devra se défendre. Et si d'ailleurs la plainte a été portée, c'est que le Mali attend que la France apporte des arguments pour se défendre. Mais bien sûr, le Mali a ficelé sa plainte de telle sorte que... Le président Célestin N'Djamène parlait des preuves chirurgicales. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une réponse ou une défense chirurgicale pour dire, à poser des noms à des éléments précis? Non. On n'aura pas fait avec un procès équitable où la France se défendra avec des preuves chirurgicales. Si du côté malien, on a des preuves irréfutables, avec un dossier en béton qui a été bien ficelé et dont les artificiers se sont assurés que les éléments matériels puissent accompagner, c'est-à-dire des photos, avec un appui supplémentaire qui serait, comme on dit souvent, le joker, c'est-à-dire les données satellitaires qui peuvent être transmises par la Russie. Vous savez que l'échange, l'entretien entre M. Ouattara et M. Bobo Cissé a carrément surpris M. Ouattara, qui lui croyait communiquer à partir d'un téléphone sécurisé, se retrouve enregistré et puis on balance ça dans les réseaux sociaux comme la conversation de vulgaires voyous dans la rue à Abidjan. Vous voyez que lui-même était pris de coup, si bien que plutôt que de démentir, parce qu'au moins on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais là au moins s'il est honnête, il a préféré ne pas démentir. Ouais. Il est resté calme, il a dit ce n'est ce que vous voyez, beaucoup de choses peuvent se dire, mais il n'a pas dit ce n'est pas moi. Comme quoi il savait
que cet échange-là, c'est lui qui l'a passé. Il ne dit mot consent. Donc, la France pourra se défendre, mais difficilement, parce que la France, c'est que derrière, il y a quand même la Russie, qui est sur le plan technologique aujourd'hui, en matière de renseignement, quand même la première puissance. Militairement, c'est la puissance qui surprend tout le monde. On les voit avec des images satellitaires terribles. D'ailleurs, ils ont dans la documentation, ils ont renseigné sur le fait que le charnier qui aurait pu être, le prétendu charnier qui aurait dû être imputé aux forces maliennes, en fait, avait été réalisé bien avant. Quand vous lisez cet élément-là, vous comprenez que ça veut dire, le charnier de Gossi, vous comprenez que s'ils ont pu déterminer que le charnier avait été fabriqué bien avant, ça veut dire qu'ils ont eu accès aux images précédentes, aux images d'avant la publication, d'avant ce que les Français auraient pu utiliser comme publication propagandiste. Donc, les Maliens, de leur côté, tout montre qu'ils ont un appui certain, ils ont des preuves tangibles, palpables, qui sont irréfutables et qui vont mettre dos au mur la diplomatie française. Sauf que ne nous attendons pas à un combat équilibré, un combat symétrique. C'est un combat asymétrique. Tout part d'abord de l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, il faut que nous le sachions également. Notre combat va nécessairement amener à refonder une organisation internationale qui corresponde à la nouvelle configuration du monde. Parce que le système des Nations Unies est un système aristocratique. Il y a au sein du système des Nations Unies au Conseil de sécurité qui compte 15 membres. Aujourd'hui, je crois 16, parce que l'Allemagne est devenue membre presque permanent. L'Allemagne accompagne carrément les membres permanents, sauf que l'Allemagne n'a pas le droit de veto. Les membres qui participent aux échanges aux Nations Unies, il y a 5 membres. 5, Monsieur Mouchili, 5. Les 5 membres sont les 3 puissances qui ont vaincu l'Allemagne. Eh bien, je le dis parce que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Hein. Quand on dit que la France a été libérée, la France n'a pas vaincu l'Allemagne. La France n'est pas du côté des vainqueurs de l'Allemagne. La France a été libérée de l'emprise allemande. La France fait partie du trophée de guerre avec l'Allemagne, contre l'Allemagne. Donc, les Africains qui ont participé à la libération de la France, y compris donc les Maliens, Sénégalais, Camerounais, Nigériens, Tchadiens, tous ceux qui ont participé, en fait, la France c'est un trophée de guerre. Mais les pays qui ont vaincu l'Allemagne, et c'est ce qui est reconnu, les 3 puissances, c'est l'URSS, parce qu'elle a payé le plus lourd tribut. Il faut que nous fassions aussi justice quand nous retransmettons l'histoire. Il y a l'URSS, il y a les États-Unis et il y a l'Angleterre. Voilà les 3 puissances qui ont vaincu l'Allemagne. Et maintenant, lorsque ces 3 puissances, c'est ces 3 puissances qui se retrouvent à Yalta, en Crimée, l'actuelle Crimée, nous on nous dit que c'était l'URSS, n'est-ce pas? Mais quand l'Ukrainien, parce qu'on ne le dit pas assez, Khrouchtchev qui était ukrainien, a jugé qu'il fallait que son pays, que l'Ukraine s'agrandisse, peut-être par calcul ethnique, il a décidé, parce que Khrouchtchev est arrivé, il a nommé 12 Ukrainiens dans le conseil de direction de l'URSS, au secrétariat de direction de l'URSS. Donc 12 Ukrainiens étaient devenus des responsables exécutifs du parti soviétique. Donc si les gens même aujourd'hui, par révisionnistes, tendent à présenter l'Union soviétique comme étant essentiellement une formation qui avait été contrôlée par les Russes, c'est un mensonge historique. Les Ukrainiens ont contrôlé ce parti. Et Khrouchtchev, lorsqu'il a contrôlé ce parti, a nommé 12 hauts responsables qui sont devenus les responsables clés du parti soviétique. Et à cette époque, il a donné la Crimée à l'Ukraine. Donc voilà une vérité historique. La Crimée, donc, c'est là où les 3 grandes puissances se sont retrouvées. L'Angleterre, les États-Unis et l'URSS. Ils ont discuté de la réorganisation du monde. Ça s'est fait juste avant de penser à la conférence de San Francisco qui a consacré le système des Nations Unies en 1945. Lorsque les Nations Unies émergent, l'article 24 définit le modèle aristocratique par lequel les Nations Unies vont exister.
l'article 24 des statuts des Nations Unies disent que il y a 5 membres qui sont que le Conseil de sécurité est responsable du maintien de la paix. Donc, quand nous disons même que l'ONU est responsable du maintien de la paix, c'est un abus de langage. Ce n'est que le Conseil de sécurité. Ce n'est que le Conseil de sécurité, en principe. Et dans ce Conseil de sécurité, vous avez donc 5 membres permanents. Les 3 puissances qui ont constitué, qui ont vaincu l'Allemagne, plus 2 puissances qui ont été appelées à cause de leur poids, du point de vue démographique et stratégique. Démographique et stratégique, pourquoi la France? Parce que la France drainait 14 pays francophones. Voilà le seul rôle de la France. Et de la Chine, parce que la Chine était la grande puissance démographique qui avait permis de vaincre le Japon au niveau, qui avait contribué avec le Japon au niveau de l'Asie. Voilà comment les 2 autres pays ont été ajoutés, la France et la Chine. Maintenant, la France est consciente d'une chose. Prenez l'historique du Conseil de sécurité, vous verrez une chose. Les membres permanents du Conseil de sécurité adoptent systématiquement leur droit de veto, qui est leur joker à tout moment lorsqu'ils sont attaqués par un pays tiers. Lorsque l'Afghanistan a essayé, sous la instrumentalisation des États-Unis, d'attaquer l'URSS, l'URSS a brandi 144 droits de veto. 144. Ça veut dire que carrément quand une session commençait, l'URSS avait déjà son droit de veto en disant vraiment arrêtons de discuter, cette affaire ne va pas prospérer. Les États-Unis, lorsqu'il s'agissait des interventions sur le sol américain 1962, quand ils ont commencé l'affaire des missiles de Cuba, les États-Unis ont brandi 7 droits de veto. 7 fois le droit de veto en une année. Les nations du Conseil de sécurité, la France, chaque fois qu'il y avait un problème qui touchait l'Afrique francophone, brandissait les droits de veto. Cette France aujourd'hui acculée, vous pensez qu'elle utilisera quoi? C'est le joujou magique. C'est son droit de veto. Le droit de veto. Donc au Conseil de sécurité, on aura un Mali qui apporte des preuves irréfutables et une France qui brandira systématiquement son droit de veto pour se prémunir des éléments des éléments néfastes qui pourraient découler de cette situation. Mais il y a quelque chose qui va se produire. Quoi ça, Jonathan? En fait, jusqu'à présent, l'Occident s'est battu avec une Afrique ou bien avec d'autres. Parce que ce qui se passe, il faut le reconnaître. Historiquement, le Mali vient de réaliser un tsunami. Du point de vue diplomatique, ça ne s'est pas encore fait, ce qui se fait là. Oui. Ça ne s'est pas encore fait. J'ai pris le temps de faire des recherches depuis ces jours-ci. Il n'y a pas de référence. Le plus gros succès d'un pays du tiers-monde date de 2006. 20 septembre 2006. Il s'agissait de Chavez qui passait après George Walker Bush au niveau des Nations Unies. Il passait le lendemain et il entame son discours en disant la table sur la table, et il est en train de prononcer le discours encore chaud, il y a encore une odeur de soufre sur la place. Et il dit parce que le diable vient de s'exprimer. Et il va expliquer que le diable, en fait, c'est l'homme qui s'est exprimé la veille. C'est le président des États-Unis qui parle comme s'il possédait le monde. C'était un tollé diplomatique, mais c'était un succès parce que sur l'intervention de Hugo Chavez, plusieurs pays du Sud, plusieurs pays, y compris la Russie, ont commencé à critiquer la position états-unienne dans le monde. Et au niveau des États-Unis même, ça a été un bouleversement parce que la classe politique états-unienne a récupéré, même Barack Obama, et a profité de la brèche pour attaquer George Walker Bush. D'ailleurs, en annonçant qu'il fallait le retrait des soldats états-uniens d'Irak. C'était la plus grande salve menée contre un pays du Conseil, un membre permanent du Conseil de sécurité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le Mali. C'est différent. Le Mali ne donne pas un discours. Le Mali n'utilise pas la joute verbale. Ce n'est pas le président du Mali qui, à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire, vient présenter à ses pairs les problèmes qu'il rencontre avec la France. Il a pris un dossier bien ficelé.
il est allé avec ce dossier. Non pas, il aurait pu aller devant un élément de la justice internationale. Au Conseil de sécurité. Monsieur Moshili, pourquoi c'est un renversement dynamique? Parce que, en fait, il attaque le Conseil de sécurité dans sa mission première. C'est la sécurité à travers le monde. La sécurité internationale. En 2001, la Commission internationale pour l'intervention et la souveraineté, dont Cyril Ramaphosa a été membre, écrit sous la houlette de John Evans. C'est un monsieur, c'est un professeur australien. John Evans, ils écrivent la responsabilité de protéger, qui deviendra le manifeste de l'intervention humanitaire après les travaux pionniers du patron de Médecins Sans Frontières, Bernard Kouchner, en 1999 au Kosovo. Il revient là-dessus et Evans va légaliser au niveau du droit international l'intervention humanitaire dans certains pays. Et il va citer les conditions. Il y a ce qu'on appelle la prévention, prévenir. Le Mali attaque la France dans ce texte fondamental qui est garanti par l'article 24 également. C'est-à-dire l'article qui donne au Conseil de sécurité le droit de maintenir la paix. Le Mali dit ceci dans sa plainte. La France qui était censée assurer notre sécurité apporte du renseignement aux terroristes. Dans le même texte, la responsabilité de protéger. Il a dit que lorsqu'un État ne parvient plus à assurer la sécurité de ses populations, ou du moins commence à massacrer ses propres populations, ou bien ne peut plus garantir la sécurité du fait d'une guerre civile, il faut que les membres permanents, les membres du Conseil de sécurité trouvent une solution. La France qui avait trouvé cela comme une brèche, le Mali. Mais le Mali rapporte que désormais la France fait partie des causes du problème. Donc en fait la France devient elle-même un élément dangereux dans le cadre, non pas seulement de la sécurité du Mali. C'est pourquoi je parle d'un renversement, un tsunami diplomatique. C'est-à-dire que la France aujourd'hui devient un partenaire des terroristes dans le monde. Voilà. Donc la France n'a même plus, sur le plan de la confiance, aucun État sérieux ne peut plus convoquer la France dans une collaboration pour lutter contre le terrorisme. Ce que les Maliens ont réussi dans l'exploitation, vous verrez l'impact au niveau diplomatique. La France sera beaucoup plus isolée que jamais. Et je crois que c'est le premier grand... La défaite à Dien Bien Phu n'était rien par rapport à ce qui se prépare. C'est la dégringolade et le déclin de l'empire colonial français, mais surtout de la France des pillages, de la prédation et de tout ce qu'il y a de négatif dans le néocolonialisme. C'est entendu, c'est entendu. Merci beaucoup à vous, Jonathan Batengene. Nous allons commencer donc, on va faire un dernier tour de table sur la question pour pouvoir passer à la seconde thématique, peut-être aussi très rapidement, parce qu'il nous faut aussi qu'on débatte de la deuxième thématique de cette émission. Alors, Maître Janvier Momo, alors vous êtes juriste, nous voulons bien, parce que les téléspectateurs veulent bien comprendre ce qui peut bien se passer à l'heure qu'il est aux Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité. Alors, le Mali n'étant pas membre, beaucoup d'experts, il y en a certains qui disent que nous font savoir qu'il n'y a que les membres permanents qui peuvent saisir le Conseil de sécurité et que le Mali devrait, dans ce cas, compter que sur ses amis qui sont membres du Conseil de sécurité pour que le dossier puisse passer. Alors moi je voudrais bien vous savoir, est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que vous attendez précisément du Conseil de sécurité par rapport au dossier malien aujourd'hui? Alors, je pense que sur le plan purement de droit, le Mali a documenté ses accusations à tous les niveaux. Lorsque
vous accusez une armée ou un pays d'espionnage, il y a les éléments probants de l'espionnage. Il y a la communication. Il y a des messages en temps de guerre. Il y a ce qu'on appelle des messages cryptés et dont on décrypte. Lorsque vous envoyez des messages dans un territoire, des messages qui ne sont pas destinés à l'armée régulière, mais à une faction, pas de cette armée, mais une faction qui a pour but de déstabiliser le pays, alors ce sont ce qu'on appelle des messages à problème, des messages provocateurs. Donc, le Mali a documenté toutes les accusations contre l'armée française. Et comprenez que cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas justement parce qu'ils viennent de partir qu'ils ont commencé l'espionnage, ce type d'espionnage, non, ou ce type de communication, ou ce type de renseignements donnés à l'ennemi. Donc, la requête du Mali à ce niveau, elle est suffisamment étoffée par la documentation qui accompagne le dossier de procédure. Et les Maliens nous ont prouvé pendant la période des sanctions démentielles de la CEDEAO. Mais n'oubliez pas, les juristes maliens ont gagné une grande victoire au niveau de la BCEAO en disant, vous n'avez pas d'éléments probants sur le plan de droit pour interdire le Mali un certain nombre de transactions financières. Alors, c'est pour dire que le Mali n'est pas n'est pas à sa première expérience dans ce type d'affaires. Alors, quelles sont les chances du Mali? Elles ont toutes les chances de prospérer. Premièrement, au niveau du droit de veto, vous savez, lorsqu'au Conseil de sécurité, tu expliques un veto, il faut bien que tu expliques les raisons pour lesquelles le veto, lorsque cela touche le plan sécuritaire, alors le verrou saute. Tout à fait. Pour dire que la requête du Mali, ipso facto, doit être analysée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, le Mali doit normalement pas seulement compter sur la Russie, sur la Fédération de Russie et la Chine, qui sont aujourd'hui des partenaires historiques au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi et surtout sur les membres africains. Vous savez qu'elle est tournante. Hein, monsieur Batengene, elle est tournante. Comptez aussi sur les membres oui, c'est la Chine qui préside aujourd'hui. Et n'oubliez pas que lorsqu'il s'agit des enjeux où les membres aristocrates, comme Batengene vient de le dire, lorsqu'ils ne veulent pas la responsabilité plus tard, ils font exprès de façon à ce que lorsqu'une décision d'envergure doit être prise, il faut qu'à la tête soit un pays qui n'a rien d'autre à voir avec la stratégie internationale. C'est l'occasion pour nous de dire aux téléspectateurs que c'est le Cameroun qui a autorisé la deuxième intervention militaire américaine en Irak. C'est le Cameroun qui a assuré en ce moment la tête de la présidence. Donc ils le font sciemment, justement parce que ils savent que sur le plan international, nous n'avons pas de poids. Et à l'époque, la Fédération de Russie n'avait pas encore pris, appelons ça, toutes ses responsabilités. Ce n'est qu'après la Libye que la Fédération de Russie a désormais pris ses responsabilités lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Donc pour nous, la requête du Mali a de fortes chances d'aboutir. Elle est documentée tant par les services secrets maliens que par les partenaires stratégiques maliens au rang desquels se trouve la Fédération de Russie. C'est pas seulement la Russie. Même l'Algérie. Et même l'Algérie. Voilà. Il fallait en venir. Et même l'Algérie. Donc, pour nous, nous pensons à un moment donné, et je suis d'accord avec Jonathan que il s'agit d'un pavé jeté dans la mare. D'ailleurs, maître, c'est pour apporter de l'eau, c'est pour mettre de l'eau à votre moulin. Quand les Français ont perdu leurs 2 hélicoptères, où ils ont dit que les hélicoptères étaient télescopages, oui. Ils avaient été abattus par les Algériens. Oui, voilà. Donc, vous comprenez à un moment donné que nous sommes au Mali en train d'assister non seulement à un théâtre d'opération militaire, mais aussi à un théâtre d'opération juridique. Le Mali dit à la France aujourd'hui que ma souveraineté est agissante. Mon indépendance est agissante. Pourquoi? Parce que je suis en mesure d'user de cette indépendance pour poser à l'international des actes qui portent
l'affirmation et qui confirme que nous sommes désormais un territoire indépendant. Et ce que Diawara a parlé tout à l'heure, quand il a pris la parole, il a oublié un détail, c'est que, à un moment donné, quand les Maliens demandent à la France de mettre en œuvre les accords de partenariat militaire, les accords de défense, ils disent, attendez, j'arrive. Mais ils partent et écrivent des requêtes. Jonathan, président Jammeh, c'est le moment de dire aux Africains que l'Afrique noire n'a jamais saisi directement les Nations Unies. Ils ont un représentant attitré qui n'a pas mandat, c'est la France. C'est elle qui écrit aux Nations Unies sur la Côte d'Ivoire, sur le Mali, sur la Libye et partout ailleurs. Eh bien oui, pour le cas du Mali, elle s'est fait assister par le Gabon. Le Gabon, parce qu'il faut qu'un État africain co-signe. Et à cette n'oubliez pas, c'est Jean Ping, je pense qu'il était président de la commission de l'Union africaine. Alors, et c'est à ce niveau que nous continuons à dire, monsieur Jonathan, que le poste de secrétaire général de l'OUA, qui est aujourd'hui le président de la commission, c'est un poste maudit, parce qu'ils y vont pour négocier le présidentiel. Il n'y a qu'à voir monsieur Fatou. Mais oui, c'est pour négocier le fauteuil présidentiel. Donc pour nous, pour revenir à la situation du Mali, la République aura des supports que nous avons besoin au niveau de ce Conseil de sécurité. Et pour revenir à ce que je disais, c'est véritablement un pavé jeté dans la mare. Pourquoi? Parce que celui qui accuse, l'accusateur devient accusé. C'est-à-dire, le porteur des requêtes devient le défendeur. Celui qui demande aujourd'hui devient défendeur. C'est au niveau du Conseil de sécurité, ça sera du jamais vu. Parce que depuis 1945, depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, mais c'est toujours, lorsqu'il s'agit de l'Afrique francophone, c'est toujours la France. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique anglophone, c'est la Grande-Bretagne. Voilà le mystère que les Africains vivent et que le Mali est en train de mettre fin. C'est du jamais vu. C'est la raison pour laquelle nous encourageons le Mali, tous les juristes africains, de prêter main forte à cette requête du Mali parce que sur le plan de la forme, n'allons pas dans le fond, sur le plan de la forme, c'est déjà en soi une victoire. Merci. Parce que c'est du jamais vu au niveau du Conseil de sécurité. Merci à vous, Maître Janvier et Momo. On va aller très rapidement parce que nous faut, je le disais tout à l'heure, prendre la deuxième thématique. Alors, Linda Larbaoui, madame, dites-nous. Alors, vous venez d'entendre les autres panélistes. Est-ce que maintenant, vous avez le sentiment que le Mali est en train de mettre le Conseil de sécurité face à ses propres responsabilités? Est-ce que aujourd'hui l'action du Mali va en quelque sorte et à mesure de restructurer les interventions même de la communauté internationale sur le terrain, notamment de la sécurité à travers des interventions que nous avons assez souvent sur le continent africain et même au-delà? Le Mali a des très bons partenaires, des partenaires sérieux, notamment l'Algérie. Pour la simple raison que la sécurité des deux pays, elle y va de leur solidarité et du travail qu'ils peuvent faire ensemble. Je vais rappeler quelques événements. Serval, quand il y a eu Serval, c'était juste après un coup d'État, donc l'intervention déjà française était illégale. Mais après, on a vécu l'affaire N'Djamena. La France a toujours espéré vendre des armes ou intervenir en Algérie militairement. L'affaire N'Djamena, c'était pour pousser justement l'OTAN ou la France à mettre le pied sur le sol algérien. Et malheureusement pour eux et heureusement pour les Algériens, ça s'est passé différemment et l'armée algérienne a intervenu, donc elle a tout stoppé et elle a libéré les otages. Il faut savoir que, je raconte ça a à voir avec le Mali. Gaïd Saleh Biasonam, le chef d'état-major algérien, m'avait donné un certain journaliste algérien qui est basé à Londres, Saïd Besdira. Il lui a donné un petit morceau d'un film que les terroristes avaient filmé. Donc que les Algériens, tout le peuple algérien pendant le Hirak, il a eu accès à ce qui s'est passé à N'Djamena. Les terroristes étaient en train de dire tout simplement à ceux qui leur tiraient dessus, ils ignoraient que c'était que l'armée algérienne, ils leur disaient mais pourquoi vous nous tirez dessus? C'était pas convenu comme ça. Et je vous raconte pas les détails parce que ça dure 15 minutes, c'est long.
Mais déjà, avec ce dossier, on sait, là, je suis persuadée que l'armée algérienne a des éléments. Et quand on remonte l'histoire, tout à l'heure, je vous ai parlé des Algériens qui ont débarqué avec BHL, tout ça, parce qu'ils ont à voir avec ce qui se passe dans le Sahel. Mais Mourad Dihina, quand ce général français parle, Mourad Dihina se balade librement en France. C'était un membre fondateur du FIDA, Front islamique du djihad armé. Ce type-là, ouvertement à des journalistes, quand on lui a dit par rapport à tous ces intellectuels algériens qui sont morts, qu'est-ce qu'il a répondu? Pour le peuple algérien, il a dit eux, ils ont pas, il a dit eux, ils ont pas pleuré nos morts, donc qu'ils en fassent des martyrs pour eux. C'est à nous, le peuple algérien, de faire des martyrs des gens qu'ils ont eux-mêmes tués. Et la liste a été établie, des personnes à abattre étaient établies, la liste était établie par Mourad Dihina. Donc Mourad Dihina, il est condamné par l'Algérie, il se balade librement, il est protégé. On peut rien lui faire, on peut rien lui dire. Donc déjà, à partir de là, quand on sait que les derniers terroristes à Boulaïd, où il y avait une histoire de Zakat, et l'armée malienne a abattu 203 terroristes. Au même moment, les Algériens, ils attrapent dans le nord de l'Algérie, vers Skikda, je crois, ils ont attrapé tout un groupe de terroristes qui étaient en lien avec ceux du Sahel et qui font partie justement de cette équipe du FIDA et les gens qu'on a retrouvés en Libye avec BHL et avec Sarkozy. Les mêmes personnes qui les commandent. Donc, il y a des dossiers, il y a des véritables dossiers qui existent, il y a des dossiers. Je ne crains rien pour l'armée malienne parce que je sais que l'armée malienne travaille avec l'Algérie. Les plus gros archives qui existent dans le monde, c'est les Algériens qui les ont. Pourquoi? Parce que même moi, en tant que citoyenne, quand je découvre quelque chose concernant le terrorisme, j'informe mon État. Il faut être comme ça, face à ce fléau, qu'on peut pas, on peut pas faire autrement que de nous défendre nous-mêmes déjà. Et l'armée est là pour nous aider. Donc l'armée malienne a ce qu'il faut, je suis persuadée. Ils sont, le groupe est très proche des Algériens. Ils sont très proches. Pour la simple raison, encore une fois, je le répète, la sécurité du Mali, il va de la sécurité de l'Algérie et vice versa. C'est 1300 kilomètres de frontières, c'est le Sahel. Et il y a beaucoup de choses dans le Sahel. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est une pompe d'essence pour se ravitailler, c'est les points d'eau. Ça, on n'en trouve pas. Donc, il y a bien quelqu'un qui donne à ces terroristes tout ça. Il y a bien quelqu'un qui alimente. Par exemple, Tegun Touren, et la menace, on sait que il y avait des visiteurs qui sont venus au site gazier et qui, sur leur chemin, avaient enterré des armes. Ça, on le sait maintenant. Et ils sont venus voir qui? Eh ben, des Jean-Paul et des Jean-Jacques. Ils sont pas venus des Mohamed, voir des Mohamed et des Belkacem. Donc, voilà. Donc, des éléments, l'armée malienne, je sais qu'elle les a, je ne crains rien. Au niveau des Nations Unies, c'est pas qu'ils les mettent, il faut qu'ils les mettent face à leur travail. Ces gens-là, ils sont là, ils travaillent, ils sont pas là que pour nous condamner. Quand on prend le tribunal international, on a condamné pour le moment plus de 80% d'Africains uniquement. Donc, on n'est pas là que pour qu'ils viennent nous taper dessus. Quand il y a des choses à faire, quand il y a des choses pour nous défendre, eh ben, il faut qu'on se défende. Et les autorités maliennes, ils ont ce qu'il faut. Maintenant, au peuple malien de réagir. Parce que même au niveau des Algériens, par exemple, il y a le dossier du nucléaire, ce sont 60 avocats qui ont constitué un dossier, et là, ça va aller loin avec la France. Il faut bouger. En tant que peuple, il faut bouger. Il faut se former en groupe, en association, mais il faut bouger. Ça prouve déjà que vous donnerez une certaine légitimité à ceux qui vous dirigent et qui vous protègent. L'armée est là pour vous protéger. Donc, à la société aussi malienne, à la société civile de réagir et de faire les choses dans les normes. Et il faut jouer avec les lois que ces pays occidentaux nous ont mis en place. Jouer avec ça. Et c'est avec leurs armes qu'on va les battre. Linda Larbaoui. Alors, Issa Diawara, nous restons en multiplex. Qu'avez-vous vraiment en 2 ou 3 phrases
Jusqu'où peut aller le Mali aujourd'hui dans cette volonté, dans cette détermination à défendre sa souveraineté? Il faut d'abord, ce qu'il faudra noter, c'est que le Mali travaille à matérialiser ses dires. Quand le Mali a parlé de légitime défense, ceux qui ont, les observateurs, tous ceux qui ont suivi le parcours, en tout cas des autorités actuelles, savent que d'emblée, ce sont des gens qui procèdent étape par étape. Donc le Mali dit vouloir réagir, en tout cas agir en légitime défense. Et je vous garantis que si des aéronefs français s'aventuraient dans les ciels maliens, oui, bien sûr, le Mali pourrait les abattre. Ça, c'est carrément, c'est pas exclure. Et ensuite, il faut recadrer quelque chose. Parce que vraiment, il faut mettre fin à la désinformation du bloc occidental. Et je vois les envoyés de la France et autres, et leurs blogueurs, quand ils disent que le Mali ne contrôle pas 60%, 70%, 80% du territoire malien contrôlé par les djihadistes, c'est carrément faux. J'ai vu au Mali, j'ai circulé au Mali. Le Mali a aujourd'hui, en tout cas, aucune capitale provinciale, ce qu'on appelle capitale régionale du Mali, n'est contrôlé par un groupe armé. Premier point. Aucun cercle, les démembrements de la capitale provinciale, aucun cercle du Mali n'est contrôlé par un groupe armé. Ce qui se passe, ces djihadistes-là sont dans des bases françaises. C'est-à-dire ces djihadistes font des incursions. C'est-à-dire venir troubler, c'est comme ces terroristes-là qui ont attaqué un peu par-ci par-là. Même les États-Unis ont été frappés, même s'ils se sont fait frapper en tout cas. Donc, il y a des incursions à chaque fois, c'est de cela qu'il est question. Mais dire que des terroristes contrôlent une région du Mali, ça n'existe pas. Les terroristes, bien sûr, c'est des attaques ponctuelles que la France est en train de mettre sur pied. C'est de cela qu'il est question. Et en ce moment, les médias français reprennent cela, disent que le Mali ne contrôle pas et on met une grande partie du Mali en zone rouge. C'est carrément faux. Vous pouvez quitter ici jusqu'à n'importe quelle capitale provinciale du Mali. Aucune ville du Mali n'est contrôlée par ces gens. Ce sont des gens qui se retrouvent dans des forêts, dans des campagnes, et en ce moment surgissent. Le Mali, c'est un pays très vaste. Le Mali fait 4 fois la superficie de la Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, comprenez que le Mali, ce n'est pas un petit pays. 1 241 000 km². C'est de cela qu'il s'agit. Pas facile de contrôler chaque buisson ou chaque touffi d'arbre. C'est pas facile. C'est de cela qu'il est question. Dire que des terroristes contrôlent des territoires maliens, c'est carrément fou. Et jusque-là, pour finir, le Mali, je vais terminer avec ce point. Allez-y très rapidement. C'est tout en bâti seul. Merci bien. Le Mali, c'est tout en bâti seul. C'est très important de préciser. Malgré toutes les forces que vous aviez ici au Mali, MINUSMA, Barkhane, Takuba, aucune de ces forces ne se battait aux côtés de l'armée malienne. Donc l'armée malienne a tout été seule. Donc dire qu'elle ne passe pas, le Mali va se retrouver seul. Toutes ces forces-là ne se battaient jamais aux côtés de l'armée malienne. Bien au contraire, se battaient contre le Mali. Merci. D'accord. Merci à vous, Raïssa Diawara. Alors, Jonathan Batengene, vraiment très rapidement, parce que nous n'aurons finalement que 30 minutes pour la deuxième thématique. Alors, est-ce que vous pouvez, de votre point de vue, de quoi sera finalement fait l'avenir entre la France et le Mali? L'avenir entre la France et le Mali, pour l'instant, c'est renvoyé au calendrier grec. Donc, on ne va plus parler de ça pendant longtemps. Et pour ce qui est de l'avenir de la France généralement en Afrique, ça a déjà commencé, c'est un effet domino. Vous savez que pendant que nous parlons, dès que la plainte malienne a été déposée, vous avez le mouvement M62 au Niger qui a lancé une pétition et qui menace d'engager un vaste mouvement. D'ailleurs, nous soutenons tous les leaders du M62 qui ont décidé de sortir dans la rue pour demander au président Bazoum d'ordonner le départ de la force Barkhane et des forces Takuba qui sont stationnées au Niger. Ce mouvement-là est déjà mis en place. Ils ont envoyé leur mot d'ordre et ils ont leur menace de grève et ils sont en train de lancer une pétition. Nous demandons à tous les Nigériens
les combattants panafricanistes nigériens d'adhérer à cette pétition et de demander eux aussi le départ des forces Barkhane et Takuba sur le territoire du Niger. Vous avez également au niveau du Burkina Faso, ce mouvement est déjà lancé, on ne peut plus l'arrêter. Tous les vendredis, les leaders, Nestor Podacier et tous les autres leaders sont en train de demander le départ de l'ambassadeur de France et ils vont également demander le départ des forces françaises du Burkina. C'est ça l'avenir de la France, son départ de l'Afrique, la fermeture des bases militaires françaises. Partout où l'Afrique fait encore un peu traîne encore le pas, ça va se dégager. La France n'a plus un grand avenir en Afrique. La France est désormais condamnée à devenir le nain géopolitique qu'elle a toujours été. Et l'usurpation, l'imposture qui a duré 5 siècles va s'arrêter. Le roi Jean, quand il venait remettre en question le traité de Tordesillas, avait posé une question. Il avait dit, au nom de quoi le pape aurait donné Dieu aurait donné au pape le droit de confier à l'Espagne et au Portugal des parties du monde. Vous savez que les découvertes, c'est le traité de Tordesillas, ce qu'ils appellent découverte, fait l'exploration et la conquête du monde. C'était le traité de Tordesillas. Donc, quand le roi Jean avait remis en question cela, eh bien, on peut dire que le président Assimi Goïta est venu aujourd'hui, comme le roi Jean demandé, au nom de quoi la France aurait-elle reçu de droit divin les nations africaines. Nous pouvons gérer nos ressources, nous pouvons gérer nos richesses. Le combat que vient de lancer le Mali est un combat qui est porté par l'ensemble des Africains, comme disait tout à l'heure le président Djamel et le maître Moumou. Nous sommes tous dans le combat du Mali. Notre frère Diawara, notre sœur Amina Fofana, notre frère, nos frères qui sont là-bas au Mali, nous sommes tous avec vous et nous sommes tous des Assimi Goïta, tous des Malik Diop, tous des Abdoulaye Maïga, tous des Shogel Kokala. Nous sommes tous avec le Mali et nous allons continuer le combat pour la libération de l'Afrique. Après le Mali, ce sera le Niger, le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Vous avez vu que Ouattara, lui, il a augmenté les Merci salaires. beaucoup à vous, Jonathan. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec vous, doyen, le président Célestin Djamel. Alors, pour le mot de conclusion de cette première thématique, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette édition du mérite panafricain. Alors, président Célestin Djamel, alors ce qui se passe à l'heure qu'il est, on parle de l'actualité malienne, on comprend sur ce plateau et que c'est pratiquement du point de vue des différents panélistes une actualité purement africaine. Alors, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison. Est-ce que vous aussi, vous pensez que le Mali est en train de jouer? C'est une actualité mondiale. C'est pas à vous que je vais rappeler que l'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité, après avoir été le berceau de l'humanité, et elle le demeure. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'onde de choc provoquée par le Mali. Je rappelle que, et d'ailleurs tout à l'heure, Maître Moumou y a fait allusion, Chirac parlait souvent, nous sommes l'avocat de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Il n'a eu de cesse pendant ces 2 mandats à dire que la France va porter la voix de l'Afrique. C'était récurrent. Vous voyez le style condescendant, paternaliste avec lequel la France se considérait l'Afrique. Alors même que si elle est aujourd'hui, je crois, la 7e puissance, dit-on, du monde, c'est bien parce qu'elle croit avoir encore quelques possessions en Afrique, notamment à travers le CFA et l'économie. Donc la question de fond, c'est pas tellement le succès au Conseil de sécurité, mais le fait même déjà qu'une ancienne colonie ait fait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire porter devant l'instance mondiale, qui, on le sait, est le bras séculé des vainqueurs de la guerre, est déjà un fait événementiel en soi. Maintenant, le message subliminal s'adresse à d'autres nations africaines qui sont encore dans le précaré, entre guillemets, de la France. Pour leur dire que, vous voyez, on suppute, on donne à la France les puissances, la valeur qu'elle n'a plus. Elle ne l'a plus. Vous avez vu l'attitude du peuple malien qui a fait bloc avec ce qu'on appelle les putschistes. En vérité, c'est un changement de paradigme à travers l'acte posé par le Mali,
qu'il faut adopter. Vous avez vu récemment la tournée africaine de Macron. Récemment, on a vu un président français, pour une fois, aux abois, paniquer, être obligé d'insulter la Russie, parce qu'elle pense qu'en le faisant, peut-être, d'autres États africains qui ne sont pas encore, entre guillemets, absorbés par la Russie, vont effectivement s'abstenir de le faire. Eh bien, c'est un signe. Il y a ce qu'on appelle chez nous, les hommes politiques, la sémiotique. C'est-à-dire que les gestes, la manière de s'exprimer quand on parle. Macron était dans la panique. Il a fait à Bissau, il a fait à Yaoundé, il a même fait au Bénin. Je regrette un peu l'attitude de M. Talon parce qu'il dit on veut des armes, on veut des drones, tout ça. Ça ne coïncide pas avec l'aspiration que nous voulons de l'Afrique. Oui, nous voulons, et nous n'avons de cesse de le proclamer, l'indépendance à terme, stratégique, militaire, diplomatique de l'Afrique. Donc, la question maintenant revient au Conseil de sécurité, parce qu'en vérité, on a beau dire, la France demeure, malheureusement, un membre du Conseil de sécurité permanent. À ce titre-là, évidemment, si le droit de veto est articulé, il est évident qu'il y aura des complications juridiques. Mais je dis que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'affranchissement mental de l'Afrique vis-à-vis de l'ancien colon qui est la France. C'est ça le plus important. Quand Nkrumah parlait de l'éveil à la conscience, c'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique ne souffre pas d'un problème économique. Nous souffrons d'un problème de développement, on va dire, de complexe mental, de paradigme. Il faut changer de braquet. Il faut changer de paradigme. Dans les rapports, il faut donner des signes à l'adversaire. Que désormais, si hier, on s'est fait flouer, on se fait berner, on a joué au dernier de la force, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça ne sera plus le cas demain. Donc c'est pour dire que l'onde de choc qui a été articulée par le Mali doit envahir, le pavé doit envahir toute l'Afrique. Encore sous le joug du français. L'Empire romain a chuté. Oui. On a cru qu'il était éternel. N'est-ce pas que les Romains ont dominé les Gaulois à l'époque, jusqu'à ce que les Gaulois se rendent compte qu'effectivement, on n'est quand même pas des bêtes sauvages. Eh bien, ce qui était vrai entre les Gaulois et les Romains, le sont aujourd'hui, maintenant, entre les Africains, que nous sommes, et fiers de l'être, et la France. Donc, il s'agit simplement de lancer un message. Et, vous voyez bien que, après l'acte posé par Touadéra, de choisir, c'est ce qu'on appelle sur le plan politique, un petit pays, alors même que sur le plan géographique, c'est un sous-continent, au même titre, par exemple, que la RDC, la Centrafrique, même si elle n'a même pas 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Mali lui emboîte le pas. Et pour la première fois, on a vu rarement un peuple en harmonie avec les forces militaires qui ont dégagé un soi-disant président légalement élu. Eh bien, c'est une première. Et ça se perpétue. Aujourd'hui, on attaque sur le plan diplomatique, sur le plan de l'ONU. L'ONU a été mis en place, la SDN d'abord, par les vainqueurs de la guerre tout à l'heure, Jonathan l'a rappelé. C'est un instrument de domination. Voilà. On doit le rappeler que nous sommes aussi membres des Nations Unies. Merci. Et à ce titre d'ailleurs, et c'est un combat permanent Afrique-Méda, nous revendiquons la place d'un pays africain au Conseil de sécurité permanent de l'ONU. Voilà. Même plus des Nations Unies. Si elle appartient à tous, alors ils ont le choix. Soit de céder à ces revendications légitimes. Ce que nous faisons pour le football, on ne peut pas être 54 États et avoir que 5 places à la Coupe du Monde. Ce qui est vrai pour le football, nous le voulons, et de manière aussi légitime et argumentée, pour les Nations Unies. Nous sommes un continent de 54 États, même si elle a été ordonnée par la conférence de Berlin, mais aujourd'hui, il est hors de question que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, dont l'Afrique a participé de manière vitale, puisqu'on a laissé au moins 500 000 morts, ne puissent pas avoir un seul membre au Conseil de sécurité. Nous disons à Assimi Goïta, tenez bon, Excellence, nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous, nous sommes comme vous, c'est-à-dire nous soutenons l'indépendance réelle de l'Afrique. Merci beaucoup, Président Célestin Djamel.